Vous pensez peut-être que le régime kétogène consiste simplement à manger moins de glucides et plus de matières grasses. Pourtant, sous cette apparente simplicité, votre organisme déclenche l'une des transformations métaboliques les plus spectaculaires dont il soit capable. En quelques jours seulement, votre foie change de mission, vos réserves d'énergie se vident, vos hormones se réorganisent, vos cellules commencent à utiliser un carburant qu'elles avaient presque oublié. Même votre cerveau modifie progressivement sa façon de produire de l'énergie. Mais cette transition s'accompagne aussi de nombreuses questions. Pourquoi certaines personnes disent-elles n'avoir jamais eu autant d'énergie, tandis que d'autres abandonnent après quelques jours à cause de la fatigue, des maux de tête ou des vertiges? Pourquoi le poids chute-t-il rapidement au début? Est-ce réellement de la graisse qui disparaît? Pourquoi certains chercheurs considèrent-ils la cétose comme une remarquable adaptation biologique, alors que d'autres mettent en garde contre certains risques lorsqu'elle est mal conduite? Et surtout, que se passe-t-il réellement à l'intérieur de votre corps lorsque les glucides deviennent soudainement presque absents de votre alimentation? La réponse est bien plus fascinante qu'un simple changement de menu. Car le régime kétogène ne modifie pas seulement ce que vous mangez, il oblige pratiquement chaque organe à revoir sa stratégie énergétique. Votre cerveau, vos muscles, votre foie, vos reins, vos hormones et même votre microbiote intestinal doivent apprendre à fonctionner dans un environnement entièrement différent. Pour comprendre pourquoi cette alimentation peut produire des effets aussi impressionnants, mais aussi pourquoi elle comporte certaines limites, il faut observer ce voyage invisible qui se déroule au cœur de vos cellules. Et ce voyage commence bien avant que votre organisme ne produise sa première molécule de cétone. Chaque seconde de votre vie, des dizaines de milliers de milliards de cellules ont besoin d'énergie. Sans cette énergie, aucun muscle ne pourrait surcontracter. Aucun neurone ne pourrait transmettre un signal. Votre cœur cesserait immédiatement de battre. Pour répondre à cette demande permanente, votre organisme privilégie habituellement un carburant très particulier, le glucose. Lorsque vous mangez du pain, du riz, des pommes de terre, des fruits ou tout autre aliment riche en glucides, votre système digestif transforme une grande partie de ces glucides en glucose. Ce glucose entre ensuite dans la circulation sanguine. Mais une concentration trop élevée de glucose dans le sang peut devenir dangereuse. C'est pourquoi votre pancréas libère rapidement une hormone essentielle, l'insuline. L'insuline agit comme un véritable chef d'orchestre. Elle indique aux cellules qu'il est temps d'absorber le glucose afin de produire de l'énergie ou de le stocker pour plus tard. Une partie est immédiatement consommée, une autre est stockée dans les muscles, une autre encore est conservée dans le foie. Ces réserves prennent en quelque sorte votre batterie énergétique à court terme. Pendant des années, la plupart d'entre nous fonctionnent presque exclusivement avec ce système. Nous mangeons, le glucose augmente, l'insuline intervient, les cellules consomment le glucose, le surplus est stocké, puis le cycle recommence quelques heures plus tard. Tant que des glucides arrivent régulièrement, l'organisme n'a pratiquement aucune raison de chercher une autre source principale d'énergie. Mais imaginons maintenant que cette arrivée de glucides ralentisse brutalement. Au départ, rien de spectaculaire ne semble se produire. Votre organisme utilise simplement les réserves de glycogène déjà présentes. Le foie commence progressivement à libérer ce glycogène afin de maintenir une glycémie suffisamment stable pour alimenter les tissus qui dépendent encore fortement du glucose. Les muscles utilisent également leurs propres réserves pendant l'activité physique. Cependant, contrairement aux réserves de graisse qui peuvent représenter plusieurs dizaines de milliers de calories, les réserves de glycogène sont relativement limitées. Chez la plupart des adultes, elles permettent seulement de couvrir environ une journée, parfois un peu plus selon le niveau d'activité, l'alimentation précédente et la masse musculaire. C'est à ce moment que l'organisme se retrouve face à un véritable défi. Le cerveau continue d'avoir d'importants besoins énergétiques, le cœur ne peut jamais interrompre son activité, les muscles doivent rester capables de produire des mouvements. Le glucose devient plus rare. Pourtant, les besoins énergétiques, eux, ne diminuent pas. L'évolution a donc doté l'être humain d'un remarquable mécanisme de secours. Plutôt que de considérer le manque de glucides comme une catastrophe, l'organisme active progressivement un programme métabolique ancien qui s'est développé bien avant l'apparition de l'agriculture. Pendant des centaines de milliers d'années, nos ancêtres ne mangeaient pas toutes les quelques heures. Ils connaissaient des périodes où la nourriture était abondante, suivies d'autres où elle devenait difficile à trouver.
Pour survivre, le corps devait disposer d'une stratégie alternative. Cette stratégie consistait à utiliser les immenses réserves de graisse déjà stockées dans les tissus adipeux. Sous l'effet de la baisse de l'insuline et de l'augmentation relative d'autres hormones comme le glucagon, les cellules graisseuses commencent progressivement à libérer des acides gras dans la circulation sanguine. Ces acides gras deviennent alors une source majeure d'énergie pour de nombreux organes. Les muscles s'y adaptent relativement rapidement. Le cœur les utilise avec une grande efficacité. Mais un problème demeure, le cerveau. Pendant longtemps, on enseignait que le cerveau fonctionnait uniquement avec du glucose. Cette affirmation est en réalité incomplète. Le cerveau a effectivement besoin d'une certaine quantité de glucose. Cependant, lorsque les glucides deviennent très rares pendant plusieurs jours, le foie commence à fabriquer un nouveau carburant à partir des acides gras libérés par les tissus adipeux. Il produit des molécules particulières appelées corps cétoniques ou plus simplement cétones. Les trois principaux corps cétoniques sont le bêta-hydroxybutyrate, l'acétoacétate et, en plus faible quantité, l'acétone. Ces molécules sont suffisamment petites pour traverser la barrière hémato-encéphalique, une structure extrêmement sélective qui normalement protège le cerveau. Peu à peu, les neurones apprennent à utiliser ces cétones comme nouvelle source d'énergie. C'est cette transition progressive qui définit véritablement l'entrée en cétose nutritionnelle. Mais ce changement ne se produit pas instantanément. Entre le moment où les réserves de glycogène diminuent et celui où les cellules deviennent pleinement efficaces pour utiliser les cétones, l'organisme traverse une période d'adaptation complexe. C'est précisément durant cette phase que beaucoup de personnes commencent à ressentir une fatigue inhabituelle, des maux de tête, une baisse de concentration ou une sensation générale de ralentissement. Ces symptômes ont conduit à la célèbre expression « grippe cétogène ». Mais contrairement à ce que beaucoup imaginent, ils ne sont pas uniquement liés au manque de glucides. Une autre transformation beaucoup moins connue est en train de bouleverser tout l'équilibre intérieur de votre organisme. Et c'est justement cette réaction, largement invisible, qui explique pourquoi les premiers jours d'un régime cétogène peuvent être si différents d'une personne à l'autre. Imaginez que vous décidiez du jour au lendemain de remplacer le carburant principal d'une voiture par un autre. Même si le moteur est capable de fonctionner avec ce nouveau carburant, il lui faudra un certain temps pour s'adapter. Votre organisme vit une situation parablable lorsqu'il entre en cétose. Le changement ne concerne pas uniquement ce que vous mangez, il touche la manière dont pratiquement chaque cellule produit son énergie. C'est précisément pendant cette période de transition que de nombreuses personnes ressentent les effets les plus marquants du régime cétogène. Fatigue, maux de tête, vertige. Difficultés de concentration, crampes musculaires, une sensation de faiblesse qui peut parfois faire croire que le régime est dangereux ou que le corps fonctionne moins bien. Pourtant, dans la majorité des cas, il ne s'agit pas d'un manque soudain d'énergie. Il s'agit d'un organisme qui est en train de réorganiser entièrement sa façon de gérer cette énergie. Les premiers jours, les réserves de glycogène continuent de diminuer. Or, chaque gramme de glycogène est stocké avec plusieurs grammes d'eau. Cela signifie qu'à mesure que ces réserves se vident, une quantité importante d'eau est également libérée. C'est l'une des raisons pour lesquelles de nombreuses personnes observent une perte de poids rapide dès la première semaine. Mais cette perte impressionnante est souvent mal interprétée. Beaucoup pensent brûler plusieurs kilogrammes de graisse en quelques jours. En réalité, une grande partie de cette diminution initiale provient simplement de la perte d'eau associée au glycogène. Ce phénomène n'en reste pas important, car cette eau quitte ensuite l'organisme par les urines. Et avec elle disparaissent également plusieurs électrolytes. Le sodium, le potassium, le magnésium. Ces minéraux jouent un rôle fondamental. Ils permettent aux nerfs de transmettre leurs signaux, ils participent à la contraction musculaire, ils contribuent au maintien de la pression artérielle, ils interviennent dans le fonctionnement normal du cœur. Lorsque leur équilibre est perturbé, le corps réagit rapidement. La fatigue apparaît, les muscles deviennent plus sensibles aux crampes, les maux de tête deviennent plus fréquents. Certaines personnes ressentent même des étourdissements lorsqu'elles se lèvent brusquement. Voilà pourquoi les chercheurs aujourd'hui considèrent que la célèbre grippe cétogène ne s'explique pas uniquement par le changement de carburant énergétique. Une part importante de ces symptômes est également liée aux modifications de l'équilibre hydrique et électrolytique. Autrement dit, ce n'est pas seulement votre métabolisme qui change. Toute la gestion de l'eau et des minéraux dans votre organisme est temporairement modifiée.
Les reins jouent ici un rôle majeur. Lorsque le taux d'insuline diminue, ils commencent à éliminer davantage de sodium. Ce phénomène est parfaitement normal, mais il contribue à accentuer la perte d'eau durant les premiers jours. C'est un cycle qui s'auto-entretient. Moins d'insuline, plus de sodium éliminé, davantage d'eau perdue, puis davantage d'électrolytes qui quittent également l'organisme. Chez certaines personnes, cette adaptation passe presque inaperçue. Chez d'autres, elle peut être suffisamment marquée pour rendre les premiers jours particulièrement inconfortables. Pourquoi une telle différence ? La réponse se trouve dans ce que les scientifiques appellent la flexibilité métabolique. Certaines personnes passent facilement d'une source d'énergie à une autre. Leur organisme active rapidement les enzymes nécessaires à l'utilisation des acides gras et des corps cétoniques. Chez d'autres, cette transition est plus lente. Pendant plusieurs jours, le glucose devient insuffisant alors que les cétones ne sont pas encore utilisés avec une efficacité optimale. Il se crée alors une véritable période d'entre-deux. Le nouveau système énergétique n'est pas encore pleinement opérationnel, l'ancien, lui, est déjà en train de s'effacer. C'est souvent durant cette courte fenêtre que la sensation de manque d'énergie est la plus importante. Mais une autre transformation commence en parallèle. L'insuline continue de diminuer. Et ce simple changement hormonal déclenche une cascade d'effets dans l'ensemble de l'organisme. Pendant des décennies, l'insuline a surtout été présentée comme l'hormone qui contrôle le sucre dans le sang. C'est exact, mais cette vision est très incomplète. L'insuline influence également le stockage des graisses, la synthèse des protéines, le fonctionnement des reins, l'activité de nombreuses enzymes et même certaines voies impliquées dans la croissance cellulaire. Lorsque son niveau baisse durablement, le corps reçoit un message très différent. Il ne s'agit plus de stocker l'énergie, il devient plus intéressant de mobiliser les réserves existantes. Les cellules grasses répondent immédiatement à ce signal. Elles augmentent progressivement la libération des acides gras, le foie récupère alors une partie de ces acides gras pour fabriquer davantage de corps cétoniques. Pendant ce temps, les muscles eux aussi commencent à modifier leurs préférences énergétiques. Au début de cette transition, ils consomment volontiers les kétones. Mais après plusieurs semaines d'adaptation, un phénomène surprenant apparaît. Les muscles deviennent plus économes. Ils utilisent davantage d'acides gras directement, en faisant, ils épargnent une plus grande quantité de corps cétoniques. Pourquoi ? Parce que le cerveau en a besoin. Cette redistribution des carburants illustre à quel point les différents organes coopèrent. Il ne s'agit pas d'une compétition entre les muscles, le foie et le cerveau. Il s'agit d'une stratégie coordonnée où chaque tissu ajuste progressivement sa consommation afin d'optimiser les ressources disponibles. Mais malgré toutes ces adaptations, une question continue de diviser le grand public. Si le cerveau fonctionne habituellement grâce au glucose, comment peut-il soudainement accepter un carburant totalement différent ? Les neurones changent-ils réellement leur manière de produire de l'énergie ou existe-t-il un mécanisme beaucoup plus sophistiqué que la plupart des personnes n'imaginent même pas ? Pendant des décennies, une idée s'est imposée dans le grand public comme une évidence. Le cerveau fonctionnerait uniquement grâce au glucose. À première vue, cette affirmation semble logique. Le cerveau représente à peine 2% du poids du corps, mais il consomme environ 20% de l'énergie produite au repos. Malgré sa petite taille, c'est l'un des organes les plus énergivores de l'organisme. Chaque pensée, chaque souvenir, chaque émotion, chaque mouvement volontaire, chaque sensation, tout dépend d'un approvisionnement énergétique continu. Contrairement aux muscles, le cerveau ne possède pratiquement aucune réserve importante d'énergie. Il doit être alimenté en permanence. Alors, que se passe-t-il lorsque l'apport en glucides chute brutalement ? Le cerveau est-il soudain privé de carburant ? Pas exactement. Dans les premières heures, le foie maintient la glycémie en libérant progressivement son glycogène. Puis, il fabrique lui-même une partie du glucose nécessaire grâce à un processus appelé néoglucogénèse. Cette production est essentielle, car certaines cellules de l'organisme continuent à utiliser presque exclusivement le glucose, notamment les globules rouges, qui ne possèdent pas les structures nécessaires pour utiliser les corps cétoniques. Le cerveau aussi continue à utiliser une certaine quantité de glucose, mais à mesure que les jours passent, un changement remarquable se produit. Le foie produit de plus en plus de corps cétoniques. Le principal est le bêta-hydroxybutyrate. Contrairement aux acides gras qui traversent difficilement la barrière hémato-encéphalique, les corps cétoniques peuvent franchir cette frontière protectrice grâce à des transporteurs spécialisés.
Au début, ces transporteurs sont relativement peu nombreux. Le cerveau n'a pas l'habitude d'utiliser ce carburant, mais l'organisme est capable de s'adapter. Après plusieurs jours, puis plusieurs semaines, le nombre de ces transporteurs augmente progressivement. Autrement dit, le cerveau améliore peu à peu sa capacité à importer des cétones. Cette adaptation ne se limite pas au transport. À l'intérieur des neurones, de nombreuses enzymes impliquées dans l'utilisation des corps cétoniques deviennent également plus actives. Le cerveau ne fait donc pas qu'accepter un nouveau carburant, il réorganise progressivement une partie de son fonctionnement pour en tirer davantage d'énergie. C'est l'une des raisons pour lesquelles certaines personnes décrivent une amélioration de leur clarté mentale après plusieurs semaines de régime cétogène. Mais cette observation mérite d'être nuancée. Les études scientifiques ne montrent pas que tout le monde ressent systématiquement une amélioration des performances cognitives. Chez certaines personnes, la concentration semble effectivement meilleure. Chez d'autres, aucune différence significative n'est observée. Et chez certaines encore, les premiers jours s'accompagnent au contraire d'une baisse temporaire des performances intellectuelles, le temps que cette adaptation se mette en place. Pourquoi de telles différences? Parce que le cerveau n'est pas une machine identique chez tous les individus. L'âge, l'état métabolique, le niveau d'activité physique, la qualité du sommeil, le niveau de stress, certaines maladies et même des facteurs génétiques peuvent influencer la façon dont chaque cerveau réagit à la cétose. Mais une question intrigue particulièrement les chercheurs. Pourquoi le cerveau semble-t-il avoir conservé cette capacité à utiliser des corps cétoniques au cours de l'évolution? La réponse se trouve probablement dans notre histoire. Pendant une grande partie de l'évolution humaine, les périodes de disponibilité alimentaire étaient imprévisibles. Entre deux repas ou pendant des périodes de jeûne prolongées, les réserves de glycogène diminuaient. Sans solution de remplacement, le cerveau aurait rapidement manqué d'énergie. Les corps cétoniques ont constitué une réponse élégante à ce problème. Ils permettaient de maintenir une grande partie des besoins énergétiques cérébraux sans devoir dégrader excessivement les protéines musculaires pour fabriquer du glucose. Autrement dit, la cétose a probablement représenté un avantage de survie. Elle permettait de protéger les muscles tout en maintenant les fonctions du cerveau jusqu'au retour de la nourriture. Mais les corps cétoniques ne servent peut-être pas uniquement de carburant. Depuis plusieurs années, les chercheurs découvrent qu'ils pourraient également agir comme des molécules de signalisation. Autrement dit, ils ne se contenteraient pas de fournir de l'énergie, ils pourraient aussi influencer certaines voies biologiques impliquées dans la gestion du stress cellulaire, l'inflammation, l'expression de certains gènes et le fonctionnement des mitochondries. Ces recherches sont particulièrement actives. Remarquons cependant qu'il faut rester prudent. Une grande partie de ces résultats provient encore d'études expérimentales ou animales, et plusieurs mécanismes continuent d'être étudiés chez l'homme. Les découvertes sont prometteuses, mais elles ne signifient pas que les corps cétoniques sont un traitement universel ou une solution miracle. Cette prudence est essentielle, car sur les réseaux sociaux, certains présentent parfois le régime cétogène comme capable d'améliorer presque toutes les maladies du cerveau. La réalité scientifique est beaucoup plus nuancée. Par exemple, le régime cétogène est utilisé depuis près d'un siècle dans certaines formes d'épilepsie pharmacorésistante, notamment chez l'enfant, où son efficacité est bien documentée lorsqu'il est mis en œuvre sous supervision médicale. En revanche, concernant d'autres maladies neurologiques comme la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson ou certaines maladies neurodégénératives, les recherches sont encore en cours. Les premiers résultats sont intéressants, mais les preuves actuelles ne permettent pas de conclure que le régime cétogène constitue un traitement établi pour ces pathologies. Cette distinction est fondamentale. La science avance rarement par certitudes absolues. Elle progresse grâce à l'accumulation progressive des preuves. Et c'est précisément ce qui rend la biologie si fascinante. Plus nous comprenons le cerveau, plus nous découvrons sa capacité extraordinaire à s'adapter à des situations très différentes. Pourtant, le cerveau n'est pas le seul organe profondément transformé par la cétose. Pendant que les neurones apprennent à utiliser un nouveau carburant, le reste du corps poursuit lui aussi sa métamorphose. Les cellules graisseuses modifient leur activité, les muscles changent leur stratégie énergétique, le foie devient une véritable usine de production de corps cétoniques. Le microbiote intestinal commence lui aussi à évoluer. Même les mitochondries, ces minuscules centrales énergétiques présentes dans presque toutes les cellules, adaptent progressivement leur fonctionnement. C'est cette cascade de transformation qui explique pourquoi le régime cétogène peut produire des effets aussi variés sur le poids, la faim, l'énergie, les performances physiques et certains paramètres métaboliques.
Mais ces adaptations s'accompagnent également de compromis, car chaque avantage potentiel possède aussi son revers. À ce stade de transition, votre organisme n'est plus en train de survivre au manque de glucides. Il commence à fonctionner selon un nouvel équilibre. Le foie produit désormais des corps cétoniques de manière beaucoup plus régulière. Les muscles utilisent davantage les acides gras. Le cerveau s'adapte progressivement à ce nouveau carburant. L'insuline reste généralement plus basse qu'auparavant, et l'ensemble du métabolisme entre dans une phase plus stable. C'est souvent à ce moment que certaines personnes commencent à ressentir les effets les plus recherchés du régime cétogène. L'un des premiers changements concerne la faim. Beaucoup décrivent une diminution spontanée de leur appétit. Ils sautent parfois un repas sans même s'en rendre compte. D'autres expliquent qu'ils ne pensent plus constamment à manger. Comment est-ce possible ? La réponse est probablement multiple. Les protéines, souvent consommées en quantité suffisante dans une alimentation cétogène bien construite, favorisent déjà une bonne satiété. Les matières grasses ralentissent également la vidange de l'estomac, ce qui prolonge la sensation d'être rassasié. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Les chercheurs pensent que les corps cétoniques eux-mêmes pourraient influencer certains centres cérébraux impliqués dans la régulation de l'appétit. Ils pourraient également interagir avec plusieurs hormones digestives qui participent au contrôle de la faim et de la satiété. Cependant, ces mécanismes restent encore activement étudiés. La diminution de l'appétit observée chez de nombreuses personnes est bien réelle, mais elle n'est pas universelle, et son origine exacte n'est probablement pas attribuable à un seul facteur. Cette précision est importante, car la biologie fonctionne rarement avec une seule explication. Elle repose presque toujours sur l'interaction de plusieurs systèmes. Cette réduction spontanée de la faim explique en partie pourquoi certaines personnes consomment naturellement moins de calories sans chercher à se restreindre. Le déficit énergétique devient alors une conséquence du changement alimentaire plutôt qu'un objectif constamment poursuivi. Mais le poids qui diminue raconte-t-il toute l'histoire ? Pas nécessairement. En dehors des cellules graisseuses, un autre phénomène continue de se développer. Avec une insuline plus basse, la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses stockées, devient plus active. Les triglycérides contenus dans les tissus adipeux sont progressivement décomposés. Ils libèrent des acides gras qui circulent ensuite vers différents organes. Une partie est directement utilisée comme carburant, une autre rejoint le foie pour alimenter la production de corps cétoniques. Autrement dit, les réserves de graisse deviennent progressivement une source d'énergie beaucoup plus sollicitée. Mais cela ne signifie pas que toute personne suivant un régime cétogène perdra automatiquement du poids. Si les apports énergétiques restent supérieurs aux besoins, même une alimentation très pauvre en glucides peut conduire à une prise de poids. Le principe fondamental de l'équilibre énergétique continue de s'appliquer. Le régime cétogène modifie la manière dont l'énergie est utilisée. Il ne supprime pas les lois de la physiologie. Pendant que les cellules graisseuses changent d'activité, les muscles eux aussi poursuivent leur adaptation. Au début du régime, certaines personnes remarquent une baisse de leur performance, notamment lors d'efforts explosifs ou très intenses. Ce phénomène s'explique facilement. Les exercices de haute intensité dépendent fortement du glycogène musculaire. Or, dans un contexte cétogène, ces réserves sont généralement plus basses. Les muscles doivent alors apprendre à utiliser davantage les acides gras. Cette adaptation demande du temps. En revanche, lors d'efforts prolongés réalisés à une intensité modérée, certains sportifs deviennent particulièrement efficaces pour utiliser les graisses comme carburant. Leur dépendance au glycogène diminue. Ils économisent davantage leurs réserves limitées de glucose. Cette capacité est parfois appelée adaptation à l'oxydation des graisses. Mais là encore, les bénéfices dépendent du contexte. Les sports d'endurance de longue durée ne sollicitent pas la même manière le métabolisme que le sprint, l'haltérophilie ou les disciplines nécessitant des accélérations répétées. C'est pourquoi le régime cétogène n'offre pas les mêmes avantages à tous les profils sportifs. Un marathonien et un joueur de football n'imposent pas les mêmes contraintes à leur organisme. Le carburant optimal peut être donc différent. Pendant ce temps, un autre acteur discret poursuit sa transformation. Les mitochondries. Présentes dans presque toutes les cellules, elles convertissent les nutriments en énergie utilisable sous forme d'ATP. Sans elles, ni qu'une cellule ne pourrait fonctionner durablement.
Les recherches suggèrent que la cétose pourrait influencer certains mécanismes liés à leur fonctionnement. Certaines études indiquent une amélioration de l'efficacité énergétique dans certains contextes, ainsi qu'une modulation de certaines voies liées au stress oxydatif. Mais ici encore, il convient de rester prudent. Les résultats varient selon les populations étudiées, les protocoles utilisés et les paramètres mesurés. Il serait donc excessif d'affirmer que le régime cétogène améliore systématiquement les mitochondries chez tout le monde. La réalité est plus complexe. Et cette complexité apparaît également lorsqu'on s'intéresse au système cardiovasculaire. Pendant longtemps, un raisonnement simple a dominé. Manger davantage de graisse devait forcément augmenter le risque cardiovasculaire. Aujourd'hui, la recherche montre une réalité beaucoup plus nuancée. Chez certaines personnes, un régime cétogène bien formulé est associé à une amélioration de plusieurs marqueurs métaboliques, comme une diminution des triglycérides et une augmentation du cholestérol HDL. Ces changements sont généralement considérés comme favorables. Mais d'autres observations rappellent que la réponse individuelle est essentielle. Chez certains individus, notamment ceux présentant une susceptibilité génétique ou certaines caractéristiques métaboliques, le cholestérol LDL peut augmenter de manière importante. Or, toutes les augmentations du LDL ne sont pas identiques. Le nombre de particules, leur taille, leur composition, ainsi que le contexte global de santé cardiovasculaire influencent également le niveau de risque. C'est pourquoi les professionnels de santé ne se contentent pas d'observer un seul chiffre, ils évaluent un ensemble de paramètres. Cette variabilité illustre un principe fondamental de la nutrition moderne. Deux personnes peuvent suivre le même régime alimentaire, pourtant leurs réponses biologiques peuvent être très différentes. Leur génétique, leur âge, leur activité physique, leur état hormonal, leur microbiote intestinal, leur état métabolique avant de commencer, tous ces éléments modifient la façon dont l'organisme réagit. Et justement, le microbiote constitue peut-être l'un des acteurs les plus sous-estimés de cette histoire. Des milliers d'espèces de bactéries vivent naturellement dans notre tube digestif. Elles participent à la digestion, produisent certaines molécules bénéfiques, interagissent avec le système immunitaire et communiquent même indirectement avec le cerveau. Lorsque l'alimentation change radicalement, leur environnement change lui aussi. La réduction importante de certains glucides et de certaines fibres peut modifier leur composition. A l'inverse, une alimentation cétogène riche en légumes pauvres en glucides, en noix, en graines et en aliments peu transformés peut mieux préserver cette diversité qu'une version reposant principalement sur des aliments ultra transformés riches en graisses. Autrement dit, toutes les alimentations cétogènes ne se ressemblent pas. Deux personnes peuvent être en cétose, pourtant la qualité nutritionnelle de leur alimentation peut être complètement différente. C'est précisément cette distinction qui devient essentielle lorsqu'on commence à examiner les limites du régime. Car malgré tous les mécanismes fascinants que nous avons découverts, nulle stratégie nutritionnelle n'est parfaite. Certaines adaptations deviennent parfois des contraintes. Certaines personnes développent des carences. D'autres voient certains paramètres biologiques évoluer dans une direction moins favorable. Et il existe même des situations où le régime cétogène peut être inadapté ou même déconseillé. Avant de conclure que cette alimentation est idéale ou au contraire dangereuse, il reste une question essentielle à explorer. Quels sont les véritables risques documentés par la science et surtout, chez qui doivent-ils être le plus au sérieux? À ce stade, une conclusion pourrait sembler évidente. Si le régime cétogène permet au corps d'utiliser efficacement les graisses, réduit souvent la sensation de faim et améliore certains paramètres métaboliques chez certaines personnes, alors pourquoi tout le monde ne l'adopte-t-il pas? La réponse tient à un mot: complexité. Le corps humain n'est pas une machine qui répond toujours de la même façon à une même alimentation. Chaque organisme possède sa propre histoire métabolique, sa génétique, son environnement, son niveau d'activité physique et ses éventuelles maladies. C'est pourquoi une stratégie nutritionnelle qui fonctionne remarquablement bien chez une personne peut produire des résultats très différents chez une autre. L'une des premières limites concerne la qualité de l'alimentation elle-même. Dans l'imaginaire collectif, le régime cétogène est parfois résumé à une consommation importante de beurre, de fromage, de viande et de bacon. Mais cette image est très éloignée de ce que proposent la plupart des protocoles étudiés dans la recherche clinique.
Une alimentation cétogène bien construite repose généralement sur des aliments peu transformés, des légumes pauvres en glucides, des poissons, des œufs, des noix, des graines, des huiles riches en acides gras insaturés, des protéines en quantité adaptée et une sélection soigneuse des sources de lipides. Autrement dit, la cétose n'est pas synonyme d'excès systématique de graisses saturées ou d'aliments ultra transformés. Cette nuance est essentielle, car lorsqu'un régime est déséquilibré, les problèmes qui apparaissent ne sont pas forcément liés à la cétose elle-même. Ils sont souvent liés à une mauvaise qualité nutritionnelle. Prenons l'exemple des fibres. Lorsque les glucides sont fortement réduits, certaines personnes diminuent également leur consommation de légumes, de graines et d'autres aliments riches en fibres. Le résultat peut être rapide: constipation, modification du microbiote intestinal, inconfort digestif. Chez d'autres personnes, la diversité bactérienne du microbiote peut également évoluer au fil du temps. Certaines adaptations semblent favorables, d'autres pourraient être moins bénéfiques selon la composition du régime. C'est pourquoi de nombreux spécialistes insistent aujourd'hui sur l'importance de maintenir une alimentation riche en végétaux compatible avec la cétose plutôt que de supprimer inutilement toutes les sources de fibres. Mais le système digestif n'est pas le seul concerné. Les reins participent eux aussi à cette adaptation. Comme nous l'avons vu, ils éliminent davantage de sodium au début du régime. Chez la plupart des personnes en bonne santé, cette réponse est normale. Cependant, une hydratation insuffisante ou un apport inadéquat en électrolytes peut favoriser certains déséquilibres. Dans certains contextes, notamment chez les personnes prédisposées, le risque de calcaires rénaux peut également être augmenté. Ce risque reste relativement faible dans la population générale, mais il est suffisamment documenté pour justifier une attention particulière, surtout lors d'un suivi prolongé. Le foie, lui aussi, travaille davantage. Chaque jour, il transforme une partie des acides gras en corps cétonique afin d'alimenter le reste de l'organisme. Chez un foie sain, cette adaptation est généralement bien tolérée. En revanche, chez certaines personnes présentant déjà une maladie hépatique ou d'autres troubles métaboliques, la situation peut nécessiter un suivi médical individualisé. Un autre sujet revient régulièrement dans les débats: le cholestérol. Certaines personnes observent une amélioration de leur profil lipidique. D'autres constatent une augmentation parfois importante du cholestérol LDL. Pourquoi une telle différence? Parce que le métabolisme des lipides est extrêmement complexe. Il dépend notamment de la génétique, de la qualité des graisses consommées, du niveau d'activité physique, du poids initial, de la résistance à l'insuline et probablement d'autres facteurs que la recherche continue d'explorer. C'est pourquoi il est impossible de prédire avec certitude la réponse de chaque individu. Les bilans dialogiques restent donc particulièrement utiles lorsqu'un régime cétogène est poursuivi sur une longue période. Mais les risques ne concernent pas uniquement la biologie, ils concernent aussi le quotidien. Le régime cétogène est l'une des approches alimentaires les plus restrictives. Les repas au restaurant deviennent parfois plus compliqués. Les repas familiaux demandent davantage d'organisation. Les voyages nécessitent souvent une anticipation. Certaines personnes vivent cette structure alimentaire comme une source de liberté. D'autres ressentent progressivement une fatigue psychologique liée aux nombreuses restrictions. Or, un régime n'est réellement efficace que s'il peut être maintenu de façon compatible avec la vie quotidienne. La meilleure alimentation n'est pas seulement celle qui fonctionne pendant quelques semaines, c'est aussi celle qui reste réaliste pendant plusieurs années. C'est précisément pour cette raison que de nombreuses études observent non seulement les effets biologiques, mais également l'adhésion des participants au fil du temps. Et cette adhésion varie énormément d'un individu à l'autre. Mais il existe une question encore plus importante. Le régime cétogène convient-il à tout le monde? La réponse est clairement non. Certaines situations nécessitent une prudence particulière. Les personnes atteintes de certaines maladies rares du métabolisme des acides gras, par exemple, ne peuvent pas utiliser correctement les lipides comme source d'énergie. Chez elles, un régime cétogène peut devenir dangereux. Les personnes vivant avec un diabète, notamment lorsqu'elles utilisent de l'insuline ou certains médicaments hypoglycémiants, doivent également être particulièrement vigilantes. Une réduction importante des glucides peut modifier rapidement les besoins en traitement. Sans adaptation médicale, le risque d'hypoglycémie peut augmenter. Il existe une autre situation qu'il est indispensable de distinguer de la cétose nutritionnelle, l'acidocétose diabétique. Ces deux états sont souvent confondus. Pourtant, ils sont profondément différents. Dans une cétose nutritionnelle, les corps cétoniques augmentent de manière contrôlée. L'insuline est présente. Le pH sanguin reste normalement stable. Il s'agit d'une adaptation physiologique.
L'acidocétose diabétique, en revanche, survient principalement lorsqu'il existe un déficit sévère d'insuline. La production de corps cétonique devient excessive, le sang s'acidifie. Cette situation constitue une urgence médicale nécessitant une prise en charge immédiate. Confondre ces deux phénomènes conduit à de nombreuses idées reçues sur le régime cétogène. Une autre catégorie mérite également une attention particulière, les femmes enceintes ou allaitantes. Les besoins nutritionnels évoluent considérablement pendant ces périodes. Même si certaines recherches sont en cours, les recommandations actuelles privilégient généralement des approches alimentaires équilibrées répondant aux besoins spécifiques de la mère et de l'enfant. Enfin, certaines personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire peuvent trouver dans un régime très restrictif un facteur susceptible d'entretenir une relation difficile avec l'alimentation. Dans ces situations, l'accompagnement par des professionnels de santé est particulièrement important. À ce stade, une réalité apparaît clairement. Le régime cétogène n'est ni un miracle universel, ni un danger systématique. C'est un outil métabolique. Comme tout outil puissant, ses effets dépendent de la manière dont il est utilisé, du contexte dans lequel il est appliqué et surtout de la personne qui l'utilise. Mais après avoir exploré les mécanismes, les bénéfices et les limites, une dernière question demeure. Face à toutes ces informations parfois contradictoires, comment savoir si le régime cétogène est réellement adapté à votre situation? Et surtout, que nous dit aujourd'hui l'ensemble des preuves scientifiques lorsque l'on prend suffisamment de recul pour observer le tableau dans son ensemble? Après avoir exploré le voyage du glucose jusqu'au corps cétonique, après avoir suivi les transformations du cerveau, des muscles, du foie, des hormones et du microbiote, une question demeure. Alors, le régime cétogène est-il une excellente idée ou une mauvaise? Étonnamment, la science ne répond ni par oui ni par non. Elle répond « cela dépend ». Cette réponse peut sembler frustrante. Pourtant, c'est précisément ce qui fait la force de la démarche scientifique. La biologie humaine est extraordinairement complexe. Et plus les chercheurs accumulent des données, plus une évidence apparaît. Il n'existe probablement pas une alimentation idéale pour tout le monde. Il existe plutôt des stratégies qui conviennent mieux à certaines personnes, dans certaines situations, pendant certaines périodes. Le régime cétogène illustre parfaitement cette réalité. Pendant longtemps, les débats se sont transformés en affrontements. D'un côté, certains affirmaient que les glucides étaient responsables de presque tous les problèmes de santé. De l'autre, certains considéraient que les graisses alimentaires représentaient le principal danger. Aujourd'hui, la recherche adopte une vision beaucoup plus nuancée. Elle ne cherche plus seulement à savoir quel régime est le meilleur. Elle tente plutôt de comprendre pourquoi certaines personnes répondent favorablement à une approche, tandis que d'autres obtiennent de meilleurs résultats avec une stratégie différente. C'est ici qu'intervient un concept de plus en plus important, la nutrition personnalisée. Chaque organisme possède sa propre signature biologique. La génétique influence la manière dont nous métabolisons les lipides ou les glucides. Le microbiote intestinal diffère profondément d'une personne à l'autre. Les hormones évoluent avec l'âge. Le niveau d'activité physique modifie les besoins énergétiques. Même le sommeil et le stress influencent la façon dont notre métabolisme répond à l'alimentation. Autrement dit, deux individus peuvent suivre exactement le même régime cétogène. Le premier peut observer une amélioration de plusieurs paramètres métaboliques. Le second peut ne constater que peu de changements. Et un troisième peut rencontrer davantage de difficultés. Cette variabilité n'est pas une anomalie, elle constitue la règle. C'est pourquoi les scientifiques s'intéressent aujourd'hui de plus en plus aux caractéristiques individuelles plutôt qu'à la recherche d'une solution universelle. Mais il existe un autre enseignement encore plus intéressant. Le véritable bénéfice du régime cétogène n'est peut-être pas uniquement la production de corps cétoniques. Il pourrait aussi résider dans quelque chose de plus fondamental, la capacité du corps à devenir métaboliquement flexible. Que signifie cela? Imaginez un véhicule capable de fonctionner avec plusieurs carburants. Si l'un devient momentanément indisponible, il passe naturellement à l'autre sans perte majeure de performance. Le corps humain possède cette capacité, en théorie. Mais les habitudes alimentaires modernes, caractérisées par une disponibilité quasi permanente de nourriture et des repas fréquents, sollicitent souvent le métabolisme de façon très différente de celle pour laquelle il a évolué.
Certaines personnes semblent progressivement perdre une partie de cette flexibilité. Elles deviennent extrêmement dépendantes d'un apport régulier en glucides. Le régime cétogène, tout comme certaines formes de jeûne supervisé, oblige l'organisme à réactiver cette ancienne capacité à utiliser efficacement les réserves de graisse. Pour certains chercheurs, cette adaptation pourrait représenter un aspect essentiel de la santé métabolique, non pas parce qu'il faudrait rester en cétose permanente, mais parce qu'un organisme capable de passer efficacement d'un carburant à l'autre possède davantage d'options biologiques. Autrement dit, le véritable enseignement du régime cétogène dépasse peut-être largement le régime lui-même. Il nous rappelle que notre métabolisme est remarquablement adaptable. Pendant des centaines de milliers d'années, cette capacité a probablement contribué à la survie de notre espèce. Aujourd'hui encore, elle témoigne de l'extraordinaire intelligence du corps humain. Mais cette intelligence possède aussi ses limites. Aucun mode alimentaire ne peut compenser durablement un manque de sommeil chronique, une absence d'activité physique, un stress permanent, le tabagisme ou une alimentation composée majoritairement de produits ultra transformés. La santé métabolique repose toujours sur un ensemble de facteurs qui interagissent entre eux. Le régime alimentaire n'en représente qu'une partie importante certes, mais seulement une partie. C'est pourquoi la plupart des grandes recommandations scientifiques continuent de mettre l'accent sur des principes qui dépassent largement la simple répartition entre glucides, lipides et protéines. Privilégier des aliments peu transformés, consommer suffisamment de légumes, maintenir une activité physique régulière, dormir suffisamment, préserver une bonne santé mentale et adapter les choix alimentaires aux besoins individuels plutôt qu'aux effets de mode. En observant l'ensemble des données disponibles aujourd'hui, une conclusion se dessine. Le régime cétogène peut constituer une stratégie efficace dans certains contextes, notamment pour certaines indications médicales bien établies et chez certaines personnes pour améliorer certains paramètres métaboliques ou faciliter la perte de poids lorsqu'il est correctement encadré. Mais il ne représente ni une solution universelle, ni une approche adaptée à toutes les situations. Le choix d'une alimentation doit toujours reposer sur 3 critères: les preuves scientifiques disponibles, les caractéristiques propres à chaque individu et la capacité à maintenir cette alimentation de façon réaliste, équilibrée et durable. Car le meilleur régime n'est pas celui qui produit les résultats les plus spectaculaires pendant quelques semaines, c'est celui qui améliore la santé tout en restant compatible avec une vie entière. Et c'est peut-être là que se trouve la découverte la plus fascinante de cette exploration. Le régime cétogène ne révèle pas seulement la capacité du corps à fabriquer des corps cétoniques, il révèle surtout l'incroyable faculté d'adaptation de l'être humain. Un organisme capable de changer profondément sa façon de produire de l'énergie, de protéger son cerveau lorsque les ressources deviennent rares, de mobiliser ses réserves au moment opportun et de réorganiser le fonctionnement de milliards de cellules avec une précision extraordinaire. Plus nous explorons ces mécanismes invisibles, plus une évidence s'impose. Notre corps est remarquablement intelligent, adaptable et beaucoup plus sophistiqué que nous ne l'imaginons souvent. Et comprendre cette intelligence est peut-être la première étape pour prendre des décisions plus éclairées concernant notre propre santé. Merci d'avoir suivi cette exploration jusqu'au bout. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur des mécanismes extraordinaires du corps humain.